J'ignore combien de temps s'est écoulé depuis mon dernier récit, mais qu'importe. La dernière fois, je vous avais dit que je vous parlerais du lance-mort. Et il semble que les astres aient entendu et répondu à mes attentes. Une opportunité extraordinaire s'est présentée à moi, et je n'ai pas pu résister à la tentation, au risque de me faire prendre par le tueur, et pire, par l'entité elle-même. Je me suis rendu au saloon Dead Dog, à la recherche d'une ou deux bouteilles de torboyau, quand je suis tombé sur le maître des lieux en pleine épreuve contre 4 infortunés survivants. La confrontation était presque terminée, et comme souvent, le résultat était en faveur du poursuivant. Et c'est à ce moment que Caleb a décidé de faire exactement la même chose que ce pourquoi j'étais venu en ces lieux. Il entra dans le saloon et déposa son arme ensanglantée contre le comptoir. Puis, il le contourna pour aller à la recherche d'une bouteille de bourbon, laissant son précieux fusil sans surveillance. La tentation fut bien trop grande, et l'espace d'une seconde, je me suis révélé pour m'emparer de son arme avant d'ouvrir un portail pour rejoindre la bibliothèque des observateurs. Je pense qu'il ne sera pas très satisfait quand il se rendra compte que son précieux lance-harpon a disparu. Mais avec son talent, je suis sûr qu'il pourra s'en fabriquer un autre. Ou bien l'entité lui en donnera un autre, au choix. Pourquoi ai-je fait ça, me demanderez-vous? Quand on se retrouve coincé seul dans un endroit comme celui-là, les divertissements se font rares. Bien sûr, j'ai des milliers de livres et des dizaines d'histoires à vous raconter, mais on finit par se lasser assez rapidement. Depuis quelque temps, j'ai entrepris un loisir assez dangereux. Je me suis mis à collectionner. Mais pas n'importe quoi. Je collectionne les armes des tueurs. Le goût du risque et de l'interdit donne un petit côté grisant. Et en plus, j'aime collectionner. Avant d'étudier de plus près l'arme du lance-mort, laissez-moi vous raconter un pan de son histoire. Né en plein cœur des Badlands couverts de poussière du Midwest, Caleb Quinn était le fils d'un pauvre immigré irlandais. Sur la frontière, la maladie, la famine et la mort étaient monnaie courante, et les pionniers se battaient pour des miettes qu'ils pouvaient tenter de récupérer, tandis que les magnats s'empiffraient. Le père de Caleb, qui avait été ingénieur, avait peu d'options pour travailler, car les commerces affichaient tous la même pancarte « Irlandais, s'abstenir ». Ces outils vieillots n'avaient pas été touchés depuis des années, quand Caleb les redécouvrit. Notant l'intérêt de son fils pour le métier, il lui offrit une vieille clé. Les appareils fabriqués par Caleb sur les conseils de son père avaient d'étranges applications. Mais lorsque son père s'absentait, leur emploi devenait encore plus sombre. Il dissimula les plans d'un masque qui plantait des aiguilles barbelées dans les yeux des êtres humains et les arrachait de leurs orbites, ainsi que des croquis montrant les garçons qui l'avaient harcelé portant son masque. Au fil des ans, Caleb put tirer profit de ses dons d'ingénierie, et les employeurs laissèrent de côté leur discrimination. Il fut recruté par Henry Bayshore, propriétaire de la United West Rail. Caleb inventa d'abord un pistolet qui tirait dans le sol des crampons de chemin de fer. Ensuite, il créa une perceuse de tunnel à vapeur. Mais alors que Bayshore feignait l'indifférence, les appareils de Caleb commencèrent à apparaître dans d'autres compagnies, tandis que ses brevets lui avaient été dérobés avant d'être revendus au plus offrant. Une sensation familière traversa le sang de Caleb, alimentant la douleur poignante qu'il ressentait au fond de lui. Même à présent, il luttait pour des miettes tandis que les nantis profitaient de son intellect. Submergé par la rage, il fit irruption dans le bureau de Bayshore et réduisit sa tête en une pulpe sanguinolente. Alors qu'il se faisait emmener, il colla son pistolet spécial sur le ventre de son patron et appuya sur la détente. Un crampon de chemin de fer traversa la chaise et les viscères de Bayshore, le clouant à son bureau. La seule chose qui sauva Caleb de la corde fut l'improbable survie de son patron. Pendant 15 ans, Caleb fut enfermé à la prison de Hellshire, la première prison privée du pays. Au cœur d'une forteresse de taulards illettrés, il trouva un ami des plus improbables, en la personne du directeur.
Il concevait pour lui des appareils de torture et recevait en échange des rations supplémentaires. Au bout d'un certain temps, le directeur lui proposa de commuer sa sentence. Il lui mentionna quelque chose de plus important que les richesses monétaires, le capital politique, et que ses contacts pouvaient monter un coup contre Béchor et le mettre derrière les barreaux à vie. Il n'eut qu'une seule demande, le rendre riche, remplir la prison, faire preuve d'ingéniosité pour amener les hors-la-loi vivants. Caleb retourna dans son atelier et après quelques modifications, il en émergea avec quelque chose de nouveau, le fusil harpon. Le premier test eut lieu lorsqu'un voleur attaqua une blanchisserie chinoise. Profitant de l'occasion, Caleb utilisa son prototype. Les joints de métal grincèrent au moment de tirer le crampon qui vint se planter dans l'abdomen de la cible. Mais alors que la lance le ferrait, elle accrocha les intestins du voleur, et dans un horrible bruit de succion les éparpilla sur la route poussiéreuse. Après plusieurs versions, les cas d'éviscération diminuèrent. Le directeur de la prison tira quelques ficelles et libéra des prisonniers irlandais pour former le gang de Caleb. Ce fut la naissance du gang Hellshire. Pendant 6 ans, ils maraudèrent, traquant les hors-la-loi recherchés, remplissant leur part du marché. Après un combat sanglant à Glenvale, Caleb remarqua le titre d'un journal. Henry Béchor achète la prison de Hellshire. Sur l'image, un Béchor défiguré serrait la main du directeur. Le cœur de Caleb battit de rage, et le sang coulant dans ses veines sembla en ébullition. Il s'était fait rouler, tel un pion dans la partie d'un nanti. Encore. Le gang Hellshire jura loyauté à Caleb et demanda la tête du directeur. Dans un galop rugissant, ils forcèrent les portes de la prison, hurlant tels des pillards sanguinaires. Un garde leva son arme, mais il hésita. Une lance lui perça la poitrine. Caleb attrapa la tête de l'homme et l'éclata contre la cellule d'une prison. Encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle puisse passer à travers les barreaux. Arrivé au bureau du directeur, Caleb défonça la porte du pied, et la chance sembla lui sourire. Non seulement il découvrit le directeur de la prison apeuré dans un coin, mais également Henry Béchor lui-même. Submergé par la rage, Caleb se précipita sur lui, le frappant, le matraquant et déchirant sa chair. Le sang de l'homme dégoulinait de son visage, formant une flaque pourpre à ses pieds. Le gang de Hellshire déferla sur le directeur, lui brisant les os à chaque coup. Alors que les deux hommes brisés suppliaient qu'on les achève, le gang les traîna au réfectoire, où ils furent jetés en pâture aux prisonniers. Couvert de sang et de sueur, Caleb clopina jusqu'à son ancienne cellule, remarquant à peine les cris de Béchor. Il s'assit sur le bord du lit, alors que des gouttes de sang ruisselaient de ses doigts. Une épaisse brume surnaturelle filtra par la fenêtre à barreaux. Il prit sa vieille clé rouillée et fendue, et passa le pouce le long du métal, l'observant les yeux hagards. Il ne pouvait pas se rappeler le jour où il l'avait obtenue, et il s'en fichait. À ses pieds, il distingua un chemin de terre. Au bout, les silhouettes de tous ceux qui lui avaient causé du tort. Les garçons qui l'avaient harcelé, les cadres qui avaient profité de lui, et encore une fois, Henry Béchor. Émergeant de la brume, les outils pour s'en débarrasser. D'impitoyables crochets d'acier, brillants et magnifiques de par leur simplicité. Sa jambe lui faisait mal, mais il supporta la douleur et se releva, empruntant le chemin de terre et ne laissant qu'une traînée de sang derrière lui. Comme on pourrait s'en douter, rien qu'en le regardant, Caleb fut dérobé par l'entité à l'époque de la conquête de l'Ouest américain. Fils d'un immigré irlandais, il a souffert du rejet, du racisme et de la discrimination toute sa vie. Et peu importe ses efforts et son talent, les riches n'en ont jamais eu qu'après ses inventions, délaissant, méprisant et trahissant l'inventeur pour leur propre profit. Mais il y a un moment où un homme refuse d'encaisser plus. Il refuse de se faire marcher dessus sans réagir. Et quand ce moment arrive, il faut faire preuve de prudence. Le directeur d'Hellshire et Henry Béchor ont ignoré ce conseil, et ils en ont payé le prix fort. Observons maintenant les souvenirs éparpillés dans la brume. Ils sont bien singuliers par rapport aux souvenirs que l'on trouve habituellement. Normalement, les souvenirs retracent une histoire unique, se suivant les uns les autres. Mais pour Caleb, ils proviennent de différentes époques de sa vie, comme si sa mémoire était fragmentée et confuse au sein du brouillard. Quelques fragments venant apportant des détails à l'histoire que nous venons de voir. Les moments clés, en quelque sorte. Voici ce que j'ai pu extraire et remettre dans un ordre à peu près chronologique. Souvenir 1428. Caleb s'amuse dans le dos de sa mère, en faisant rouler une roue de bois sur un axe métallique de fortune. En un mouvement fluide, elle lève le pied de la pédale de la machine à coudre et tend la main vers la porte. « Caleb, sors d'ici tout de suite et emporte ton jouet !» Elle entrebâille la porte et le gamin se jette dehors à toute vitesse. Il sautille, gauche, droite, en imitant le bruit d'un cheval au galop. Il dévale la route
et ralentit en entendant une voix familière. Père et un autre homme qui élève la voix. Son père surgit du coin, manquant de peu de percuter Caleb. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon ?»« Maman m'a dit d'aller jouer dehors. Pas de travail aujourd'hui non plus ?» Son père soupire, et il lui sourit. « Non, pas de travail aujourd'hui. Et toi, t'as terminé ton livre ?»« Non pas. Je voulais que tu me fasses la lecture. » Voilà ce que je te propose. On rentre, et c'est toi qui me fais la lecture. Ton vieux père ne te fera pas la lecture éternellement. Souvenir 1976. La hache tombe à nouveau, mais la bûche ne se fend pas. Malgré le froid mordant, les gouttes de sueur dégoulinent du front de Caleb. « Serre-toi de ton dos, mon garçon !» Caleb jette un œil en direction de son père, exaspéré. Il regarde le dos de celui-ci, voûté et brisé par les années de labeur harassant. Il se mord la langue pour ne pas répondre. Il prend à nouveau son élan et fend enfin la bûche en deux. Il fourre les morceaux sous son bras et prend le bras de son père sous l'autre. Ils rentrent tous les deux à la maison. Sa mère est alitée. Il vérifie son front. La fièvre commence enfin à baisser. Elle dort paisiblement. Alors il l'aborde et il jette du bois dans le feu. Il remet de l'eau chaude près de son lit et ajuste la barre de cuivre qu'il a mise pour chauffer sa couverture. « Caleb, tu peux m'attraper quelque chose ?»« Oui, pas. »« Sous ce lit-là, en cuir. » Caleb regarde et trouve un mince tablier de cuir. Les boucles parcourent sa ceinture, toute vide, à l'exception d'une seule qui retient une vieille clé de serrage rouillée. « Mais où sont passés tes outils, pas ? Je les ai tous vendus il y a des années, mon gars. Ils me servaient à rien. Ils ont été plus utiles à te nourrir qu'à prendre la poussière sous le lit. » Caleb caresse la vieille clé de ses doigts. « Tu comptes la vendre, celle-ci aussi ?» Souvenir 2573. Attendez, je l'ai fait fonctionner il y a même pas 5 minutes, monsieur. Béchor regarde avec dédain l'étrange appareil. Selon vous, combien d'hommes cet engin pourrait remplacer sur la voie ? Caleb cesse de graisser le réservoir et réfléchit un instant. Je suis pas sûr, peut-être bien une douzaine. Ce qui compte, c'est que ça ne fait jamais d'erreur. Vous obtenez le même résultat à tous les coups, monsieur. Entrez donc, monsieur Quinn. Discutons dans mon bureau. Caleb suit son patron dans une pièce cossue. Il contemple l'énorme bureau avec son train miniature sous son globe de verre. Le bureau coûte probablement plus cher que tout ce que possède Caleb. Il s'affale dans le fauteuil qu'on lui présente. Monsieur Quinn, je pense que vous êtes un jeune homme brillant, doté d'un énorme potentiel. J'ai pris beaucoup de risques pour vous conserver dans notre entreprise, mais c'est parce que j'attends de grandes choses de votre part. Je veux que vous pensiez plus grand. Désolé, monsieur. Inutile de vous excuser, jeune homme. Mais nous n'achèterons pas votre appareil, je le crains. Allez parler à Lee dans l'atelier, il vous expliquera. Caleb se lève et pose la main sur le porte-crampon. En fait, vous pouvez laisser cela ici, jeune homme. Allez voir Lee, allez. Souvenir 2639. Le sang coule à flot de l'estomac de Béchor et se répand sur le tapis. Son visage est une masse enflée et brisée. Il recherche une dent, regarde Caleb droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. On vous pendra pour ça ! C'est suffisant pour que Caleb retrouve ses esprits après la rage qui l'a submergé. Il était venu pour confronter Béchor. Cela fait des mois que ce dernier l'encourage adroitement à créer de nouvelles inventions, pour ensuite lui dire qu'elles sont inutilisables. Tout ceci pour garder les brevets pour lui-même et pour les revendre pour des milliers de dollars. Béchor tousse et du sang dégouline de sa blessure au ventre. Il saisit le crampon qui le cloue à son énorme bureau, tire mollement dessus puis renonce. Caleb cherche ses mots. Il tente de dire à Béchor que ce n'est même pas une question d'argent, mais rien ne lui vient. Même roué de coups et vaincu, se vidant de son sang sur le sol, Béchor ne suscite que davantage de fureur. Toutes ces fois où il lui avait dit combien il pouvait s'estimer heureux d'avoir été embauché, compte tenu de ses origines. Toutes ces fois où il lui avait dit qu'il s'adressait à la mauvaise personne. De la manipulation, du début à la fin. L'agent de sécurité enfonce enfin la lourde porte de chêne et plaque la tête de Caleb sur le bureau avant de le ligoter. Il est accompagné du docteur du coin, qui est déjà en train d'essayer de rafistoler Béchor. Le visage de Caleb est très près de celui de son ancien patron maintenant, et il parvint à trouver les mots à murmurer avant de se faire embarquer. « Si vous en crevez, ça vaudra bien de se balancer au gibet. » Souvenir 2781. Le Diarlo m'autorise à vous embarquer tous les deux avec moi. Les hommes de la cellule jouxtant celle de Caleb se sont avérés d'aussi bonne compagnie qu'un tel lieu pouvait le permettre. Rory s'en était pris à un policier au cours d'émeutes ouvrières devant une mine de charbon. Mais autrement, c'était un géant doux et timide, tout juste âgé de 20 ans. Declan, d'un autre côté, est aussi populaire qu'on puisse l'être ici.
Et ce beau parleur avait pu s'attirer les bonnes grâces de tous les groupes de la prison. Ces deux-là ont soutenu Caleb plusieurs fois, et il était temps de leur rendre l'appareil. Declan, bien sûr, est le premier à réagir. « Tu plaisantes? Ils vont nous laisser sortir, comme ça ?» « Pas comme ça, non. Mais on peut bosser pour payer notre peine. Suffit de ramener des malfrats. » Un garde les menotte, l'un après l'autre, et les escorte hors de leur cellule, jusqu'au bureau du directeur. Ils prennent place dans une pièce étonnamment spartiate, et le directeur leur explique la situation. 1 mois déduit de vos peines pour chaque homme que vous ramenez. Voyez ceci comme une pénitence. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre la poudre d'escampette? Caleb se tourne vers Declan et le regarde droit dans les yeux. C'est pas comme ça que ça va se passer. Le directeur tend une feuille de papier à Caleb. Les trois la regardent attentivement. Rory lit lentement les mots à voix basse. Ça a pris du temps, mais les leçons de lecture de Caleb commencent à porter leurs fruits. Colorado? C'est-il pas vraiment très très loin ce truc? Quelques journées à cheval. Prenez des chevaux et quelques dollars pour le nécessaire en cours de route. Partez dès maintenant. Si ça se passe bien, on verra si on vous fournit plus d'hommes. Caleb mémorise le contenu de la feuille et la range dans sa poche. Tous trois se lèvent, impatients de se mettre à l'œuvre. Une dernière chose, Queen. J'ai dû faire jouer de mes relations, mais j'ai pu vous obtenir ceci. Le directeur place son fusil crampon sur la table. Declan le regarde et réprime difficilement un rire. Diable, comment t'appelles ça, chef? Il s'appelle Mort à Béchor. Souvenir 6018. Le gang Hellshire chevauche derrière lui, inhabituellement silencieux, même Declan. Ça fait plusieurs jours qu'ils voyagent et ils sont épuisés. Les voies des montagnes sont impitoyables, mais c'est indéniablement le bon endroit. La rue principale est vide. Un groupe est au cabaret du coin, d'où résonnent des rires et des chants. Le reste a sans doute ses raisons de se cacher. Caleb attache son cheval devant le saloon local, suivi de près par Rory et Declan. Ils sentent le poids des dizaines de paires d'yeux lorsqu'ils entrent dans l'établissement. Ils prennent place à une table, proche de la porte. Rory se tourne vers Caleb, le regard implorant. « Juste un verre, patron !» Caleb ferme les yeux et secoue la tête. « Le boulot, d'abord. » « C'est une visite ou une simple escale ?» Caleb regarde le taulier, un gringalet affligé d'une fine moustache. « Un arrêt rapide, j'espère. Peut-être pouvez-vous l'abréger encore plus. » Il sort le papier froissé de sa poche. « Rodrigo Sandoval, affilé de la ville à cause d'une dette. » Le barman jette un œil au nom de l'affiche. Cille, devant l'arme massive dans le dos de Caleb, devient blanc comme un cierge et fait un geste discret en direction d'une table à l'arrière. Caleb se lève et s'approche de la table. 3 hommes jouent aux cartes pendant que 2 autres sont affalés sur leurs chaises. Lequel d'entre vous est Sandoval? 2 des hommes font mine de dégainer, mais les armes de Rory et Declan sont braquées sur leur tête. Pas un ne pipe mot. Inutile de répandre le sang, les gars. On doit le prendre vif. Celui du milieu jaillit de sa chaise et tente de plaquer Caleb au sol. Il culbute maladroitement par-dessus ce dernier et roule à terre, en s'élançant vers la porte. Rory et Declan se déchaînent sur les autres, qui trépassent avant même d'avoir pu poser la main sur leur pistolet. Rodrigo vient à peine d'atteindre la porte qu'un terrible craquement résonne. Le crampon sort de sa cuisse et il hurle de douleur. Un coup sec sur la chaîne le tire à terre. Declan se tourne vers le barman, l'argent de la partie dans la main. « Et vous auriez pas à manger pour la route par hasard, monsieur ?» Souvenir 4269. Caleb et Rory chevauchent jusqu'à l'orée de la ville au milieu du sang et du carnage, avec pour toute lumière l'éclat de la pleine lune. Ils trouvent un endroit approprié, tranquille, avec une jolie vue et un petit cactus qui pousse à proximité. Caleb tend une pelle à Rory, et tous les deux se mettent à creuser la terre dure et sèche. Le soleil pointe à l'horizon alors qu'ils finissent de creuser. Caleb allonge le corps brisé et criblé de balles de Declan dans la tombe. Ils l'ensevelissent et installent une pile de pierres solides en guise de pierre tombale. Rory tousse, peut-être à cause de la poussière, ou peut-être pour ravaler un sanglot. Sa voix est encore plus fluette que d'habitude. On devrait peut-être dire quelque chose. Caleb contemple la tombe fraîche. J'ai jamais été doué avec les mots. C'était Declan le spécialiste. Tous deux restèrent silencieux un moment. Caleb fait mentalement le compte du nombre d'hommes qu'ils ont perdus. 7. Non. 8. Depuis que le gang Hellshire s'était agrandi, c'était difficile de garder le compte. Plus maintenant désormais. Le corps de Declan était le seul dont l'État avait permis de l'enterrer. Une rafale de vent froid traverse le site, chasse les reliefs de la fraîcheur de la nuit et prépare le terrain pour que le soleil reprenne la cuisson de la terre. Un journal s'envole et se prend contre la jambe de Rory. Il le saisit, le ramasse
et essaye de lire de son mieux. Et chef, ça dit bien ce que je crois que ça dit ? Caleb prend le papier et lit le titre à voix haute. Henry Béchor fait l'acquisition du pénitencier de Hellshire. Tous les muscles de sa tête se contractent à en brûler. Sa main tremble tandis qu'il en serre le journal, son pouce perforant la photo. Ansel, on s'en va. Voilà qui vient conclure la sanglante épopée de celui que l'on appelle le lance-mort. Étrangement, en prenant connaissance de ces extraits, on peut se dire que, pour une fois, l'entité n'a pas manipulé Caleb ni son entourage pour le modeler à sa guise et le réduire au désespoir. Il est né et a grandi dans un environnement brutal et sauvage. Dans l'Ouest, les immigrés étaient des parias. Les colons américains ont bien vite oublié qu'à peine une génération ou deux avant, ils étaient eux-mêmes tous des immigrés. Et ils traitaient les Irlandais, les Chinois, les Polonais, les Russes et tous les immigrants comme des moins que rien, alors qu'ils représentaient la majeure partie des forces de travail, souvent dans les pires conditions qui soient. Caleb a vu son père renoncer à son talent d'ingénieur pour offrir à sa famille de quoi manger. Après avoir été le dindon de la farce et avoir engraissé un mana du Ral avec ses inventions, il a décidé de réécrire le scénario en sa faveur. Et avec son gang, il a fait régner un mélange d'ordre et de terreur à travers les terres de l'Arizona. Et quand, une fois de plus, il fut doublé par son employeur, provoquant la mort de presque toute son équipe, il n'avait plus rien à perdre. Il était au fond. Et c'est à ce moment-là que l'entité referma ses griffes sur lui. Quant à moi, je vais faire comme cette araignée. Et je vais refermer mes griffes sur le lance-crampon afin d'étudier son fonctionnement, avant de lui faire rejoindre la collection. Mais je vous reviendrai rapidement. Il reste encore des tas d'âmes à analyser, des tas de vies à explorer, des tas de souvenirs à confronter. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.